moi, cette petite présentation, que j'espère de faire en 20-25 minutes, c'est plutôt une image pratique, pragmatique de qu'est-ce que c'est de tout ça que Tom a fait une présentation excellente que j'ai bien aimé. Et en fait, il a fait beaucoup de points que je vais essayer de faire aussi dans ma présentation. Mais pas de point de vue académique. Je ne suis pas académique, je ne suis pas expert de rien, en fait. Alors, un bureaucrate, ex-bureaucrate, en fait, parce que je suis à la retraite. Mais comme Daniel a mentionné, j'ai travaillé pour le ministère de l'Agriculture au Canada, Agriculture et Agroalimentaire Canada. Et ça que je voulais partager avec vous, un petit aperçu de qu'est-ce qu'on a fait, les démarches de ces travaux, de ces initiatives qu'on fait au Canada depuis 5 ans. Je vais faire un petit peu de l'histoire de ces agroécosystèmes de laboratoires vivants et certains points de référence avec comment ça peut aider ou avancer les pensées de vos projets dans le contexte de Tetrae. Et voilà, je pense que c'est des points, j'espère que avec mon accent très charmant, mais que ce n'est pas toujours clair. J'espère que je vais en fait donner une bonne image de ça que je vais vous partager. Mais sinon, dans les questions, vous pouvez poser des questions dans les périodes de questions de ça que je voulais parler dans les prochaines quelques minutes. Juste pour renforcer le point que l'innovation ouverte, la façon certainement classique, générale, ça fonde dans le point qu'aucune organisation, aucun individu, aucun de vous comme chercheurs a toutes les connaissances. Et que dans ce processus d'innovation ouverte, c'est un bénéfice d'aller chercher d'informations qui existent au-delà de ces organisations-là. Et on a reconnu ça, certainement, dans le ministère de l'Agriculture. Et on a reconnu aussi que cette innovation ouverte, c'est un chemin à 2 sens. Ce n'est pas seulement d'aller chercher l'expertise ou les connaissances qui existent au-delà de vous comme individu ou de l'organisation comme telle, mais c'est aussi de lancer ces connaissances qui existent et voir qu'est-ce que ça donne dans l'extérieur, comment les organisations de l'extérieur ou les personnes qui vont recevoir cette information-là peuvent nous venir donner un autre sens à ces connaissances-là et en fait avoir une communication, un dialogue en 2 sens. En 2015, dans l'agriculture et agroalimentaire Canada, nous, on a commencé une série de ce qu'on appelle ateliers transformateurs. Ces ateliers transformateurs sont menés par les chercheurs de tout niveau, pas seulement les chercheurs seniors, les chercheurs d'Agriculture Canada, pour avancer certaines pensées, certains domaines. Donc, on voit la nécessité, on a vu à ce point-là, et continue à le voir, et la nécessité de faire une transformation organisationnelle pour maintenir la pertinence de nous comme organisation qui appuie le secteur agricole au Canada. Alors, le premier atelier transformateur qu'on a créé avec cette idée, c'était pour bâtir la résilience dans nos agroécosystèmes. Pourquoi on voulait faire ça? C'est parce qu'on voyait que tout l'impact, les effets du changement climatique, ça affectait certainement l'agriculture et on voyait que tout cet effet avait besoin d'une manière différente de travailler avec le secteur agricole. C'est là que le Living Labs, le laboratoire vivant, comme méthodologie différente de travailler avec les secteurs, c'était qu'on a pensé la façon de faire pour le futur.
Alors, le laboratoire vivant, pour nous, comme on l'a vu, c'était un moyen de travailler différents groupes de travail de différents acteurs, mais en particulier de travailler avec les utilisateurs de ces connaissances qui est produisent, parce que on a vu que dans les cas traditionnels, les transferts de connaissances d'une façon beaucoup plus académique, pour que les utilisateurs, en fait, adoptent toutes ces sortes de connaissances, pour quoi qu'il en soit, ça prenait beaucoup de temps que nous, on pense, n'était pas un luxe que nous n'avons pas aujourd'hui, et certainement avec la question de l'environnement et du changement climatique. C'est à ce point-là qu'on a dit il faut y avoir une façon différente de travailler, et on a pensé que les laboratoires vivants, ça c'était quelque chose de différent, comment faire ces transferts. Par exemple, si je vous dis que la réduction de labourage dans la production agricole au Canada, ça a pris entre 25 ans et 30 ans pour une adoption de 70 à 80% de l'adoption. Ça a pris 25 ans que 80% de nos producteurs utilisent un labourage réduit, etc. Alors on a dit, dans 20 ans, 30 ans, pour la question du changement climatique, pour l'impact qu'on voit, pour les questions environnementales qu'on voit, nous n'avons pas ce luxe-là. C'est pour ça qu'on essaye les Living Labs. Les trois principes fondamentaux des laboratoires vivants, comme on le voit, il y a des autres définitions, mais pour nous, c'était trois choses très importantes. La première, c'était que c'était une innovation centrée sur l'utilisateur. Alors, pour nous, cet point que c'était très important, et je vais faire en fait un point de ça que j'ai mentionné avant. Les laboratoires vivants au Canada, pour nous, c'était très restreint à la question environnementale et le changement climatique. Alors, tous les projets dont je parle, ce n'est pas pour n'importe quelle innovation, pour n'importe quelle recherche, c'était tout ciblé pour la question environnementale et changement climatique. Alors, de ce point de vue, c'est une question différente, et comment nous, on travaille avec les acteurs, et toute la question de consensus, que je pense que tu as posé la question avant, pour nous, c'était quelque chose de relativement facile à faire, parce que n'importe qui rentrer à travailler avec nous, c'était toujours avec un objectif très clair pour eux et pour nous. Alors, les utilisateurs, et c'était vraiment penché vers la production agricole. Les utilisateurs, c'était les producteurs agricoles. Et la question de travailler en partenariat, c'était le deuxième principe. Ce n'est pas seulement les producteurs. En fait, tous ces partenariats incluent les gouvernements provinciaux, s'incluent des universitaires, s'incluent l'industrie en général. Et quand je parle de l'industrie agricole, ce n'est pas quelque chose seulement... Et je vais aussi clarifier que pour moi, pour nous, l'innovation, ce n'est pas une question technologique, ce n'est pas un gadget qui va être développé pour faire la marchandise. C'est aussi l'innovation de politique, l'innovation des services. Alors c'était tout un processus d'innovation. Ce n'est pas seulement l'innovation technologique qu'on prévoyait. Alors, les partenariats, de ce point de vue, étaient vraiment divers. Et pour nous, au Canada, aussi, très, très important, c'est les groupes autochtones. Et pourquoi? C'est une question historique, etc. Mais c'est une question que je vais revenir à ce point un peu plus tard, s'il y a la chance, mais c'est un groupe excessivement important pour nous. Et troisième, c'est que tout ce travail qu'on fait dans les laboratoires vivants au Canada, c'est dans un contexte réel. Ça veut dire que toute cette recherche qu'on fait, on ne le fait pas dans les fermes expérimentales d'Agriculture Canada, on ne le fait pas dans nos laboratoires, certains éléments pour vérifier certaines choses, oui, mais tout le travail pour tous ces développements d'utilisation de différentes techniques de production, etc., c'est dans les champs des producteurs.
Ce n'est pas dans les organisations, dans Agriculture et Agroalimentaire Canada. Comment, tous ces concepts-là, qu'on a commencé à faire ça, c'est quelque chose que, comme j'ai mentionné, en 2015, dans les ministères, mais en 2018, on a eu la chance d'aller dans la réunion des Agricultural Chief Scientists, que MAX, c'est le groupe des J20 de tous les principaux chercheurs. Alors, le président de INRAE, c'est lui qui représente à la France. Mais alors, mon patron à cette époque-là, c'est lui qui est allé présenter les concepts canadiens à les groupes des J20 pour discuter qu'est-ce qu'on voyait des points de vue de aborder des questions de l'environnement et questions du changement climatique. Cette présentation a un impact en fait très très fort. Les ministres, les 20 ministres de tous ces pays de la J20 sont en fait acceptés, signés pour accélérer l'adoption de ces Living Labs à travers ces groupes, mais en fait, on a découvert récemment qu'en fait, c'est partout au monde qu'on a vu qu'il y a un certain impact de ces laboratoires vivants en agroécosystème que le Canada avait mené là. Les premières choses que Daniel a mentionnées, j'ai eu le privilège de présider le comité, un groupe de travail, un groupe de travail qui s'est penché sur l'idée, c'est quoi exactement une définition d'un agroécosystème de Living Lab, pour que si le travail qu'on va faire à l'avenir, qu'on voyait à cette époque, à 2018, qu'à cette époque-là, qu'on commence à travailler, si on commence à travailler ensemble, d'aller tout avec une idée plus semblable. Alors, on a créé cette petite triangle où, comme Tom a mentionné, dans notre cas, en fait, on a utilisé le mot transdisciplinarité, une approche transdisciplinaire, pas interdisciplinaire ou multidisciplinaire. On voyait certainement l'importance, et je vais dire de deux facteurs que je pense que dans son diapo de Tom, il a présenté comme deux différences concepts, deux différents volets plutôt de la transdisciplinarité. Un, que c'était la co-construction des connaissances et l'intégration des connaissances dans différentes disciplines, et certainement le volet de la discipline des sciences sociales et humaines, mais aussi la transdisciplinarité des points de vue inclusifs des acteurs. Alors que ce n'est pas seulement des différents volets de la science ou des différentes connaissances, mais aussi de l'implication très importante et essentielle de toutes sortes de différents acteurs. Ça, c'était l'approche transdisciplinaire qu'on a utilisé, et dans notre cas, certainement au Canada, impliquer les agriculteurs, les scientifiques et des autres partenaires intéressés. Et tout ça pour la conception et le suivi, le monitoring et l'évaluation de le travail. Et l'évaluation, on va parler plus tard de ça dans les prochains 2-3 jours, de l'impact, et de toutes ces pratiques de technologies agricoles qui sont nouvelles et existantes, mais qui travaillaient dans un paysage de travail. C'est une mauvaise traduction, ça que je voulais dire, c'est le contexte réel dans les fermes d'agriculteurs. Et tout ça, avec l'espoir qu'on va accélérer l'adoption de toute cette innovation-là, grâce à que cet utilisateur-là était impliqué dès le début des processus de co-création, de co-conception, co-création, co-développement et coproduction, que pour moi, ça c'est un point très important, que ce n'est pas
et que, encore une fois, Tom a fait ce point-là, mais que je vais faire, je pense, un point très fort. Ce n'est pas un processus seulement d'aller consulter et prendre l'information et co-créer une idée de la recherche de ça de la problématique qu'il faut trouver résoudre d'une façon, mais plutôt d'un processus de coproduction. Alors, ça, c'était en 2018, le groupe de J20 que j'ai précédé, on arrivait à cette définition-là, mais en collaboration, la France et le Canada continuent à penser à cette définition-là, et nous avons une publication, on peut parler, je ne rentrerai beaucoup en détail là, mais pour avancer cette caractéristique de cet agroécosystème Living Labs, pour définir encore plus dans quel contexte on utilise cette Living Lab. Alors, en 2018, nous, le Canada, a lancé cette initiative qu'on appelait le Living Lab Initiative. Au début, les objectifs de ça, c'était s'adapter au changement climatique, réduire la contamination de l'eau, améliorer la conservation des sols et de l'eau et maximiser la capacité d'habitat de la biodiversité. Alors, c'était une vision plus large de tous les différents défis ou des problématiques que nous avons avec l'environnement dans un contexte de l'agriculture, la production agricole. Alors, la façon que ça marche, cette Living Lab, c'est un consortium de partenaires qui mènent toutes les activités de co-développement, de tests et d'évaluation. Les agriculteurs sont au centre de toutes ces activités. Les pratiques sont testées dans les fermes des agriculteurs. Et c'est un cycle d'innovation qui permet d'apporter des améliorations afin d'encourager l'adoption. Ça, pour nous, c'était l'objectif final, une adoption accélérée de toutes ces sortes d'innovations. Le cycle d'innovation, c'est ça que vous voyez dans l'image là, c'est un processus de co-développement, on teste toutes les pratiques ou la technologie ou quoi qu'il en soit qu'on va faire, l'innovation qu'on va évaluer, qu'on va tester, et après on fait une évaluation. Et on fait ce cycle-là de façon itérative, comme Tom a mentionné, l'importance d'avoir cette opportunité d'aller travailler avec les producteurs et voir ça qui marche pas, et revenir. Et dans le cas canadien, comme vous pouvez imaginer, avec la température, le climat canadien, je vais revenir à ça. Alors, mais pour nous, tout ça, ce processus itératif était quelque chose de très important et qu'on suit depuis 4 ans avec tous les laboratoires vivants que nous avons. À chaque an, nous avons l'opportunité de faire un cycle, évaluer les choses et revenir pour en fait réajuster avant de commencer un nouveau cycle que, comme je dis, les agriculteurs sont à la tête de tout ce travail-là. Mais ce n'est pas seulement les utilisateurs, les producteurs qui sont au milieu. Toutes les structures des laboratoires vivants incluent les utilisateurs, un consortium de partenaires, tous ces acteurs que vous, dans les projets de Tetrae, c'est très divers. Nous aussi, nous n'avons pas de régions, nous avons des provinces qui font partie de tous ces projets-là, et d'une façon encore plus inclusive, nous avons en fait la diversité, et ça dépend de chaque région, chaque province où nous avons des laboratoires vivants. Et aussi les chercheurs du gouvernement fédéral. Il y a aussi dans le consortium de partenaires des gens des universités. Mais les scientifiques fédéraux, une chose que c'est très important, c'est que nous, aussi à Agriculture Canada, on a reconnu que nous n'avons pas, pour les problématiques que nous avons dans tout cet agroécosystème, nous n'avons pas
toutes les expertises à l'interne. Alors, l'argent, tout ce financement que nous avons, ça donne certainement des financements pour les autres ministères, environnement, ressources naturelles, etc., etc. Voilà. Alors, dans une année, c'est ça que nous avons comme processus pour faire les processus de co-développement, de tester et les évaluations. Nous avons une réseau aujourd'hui de 13 laboratoires vivants. Et ces 13 laboratoires vivants sont grands en question de territoire, des bassins versants qui sont très très larges. Par exemple, celui de Manitoba, qui est celui le numéro 1 que vous voyez au milieu, c'est la grandeur de la Belgique. Alors, c'est quelque chose, vraiment, le territoire Canada, c'est quelque chose d'immense. Nous avons les raisons, donc on avait parlé, je pense que Thomas a fait une présentation, une diapo similaire. Tous ces Living Labs sont interconnectés, sont branchés à travers de ces réseaux-là. Nous, on a développé aussi, et comme on va faire ici dans les prochains 2-3 jours, des groupes transversaux, mais deux différentes sortes de groupes. Un de la question thématique, par exemple la santé des sols, qualité, gestion de l'eau, etc., etc. Ça, c'est une question thématique des sciences, mais aussi des groupes de travail transversaux en question de la façon de faire de certaines choses. Par exemple, la modélisation, l'agriculture numérique, la socio-économie agricole et l'innovation et la connaissance. L'innovation et la connaissance était très important et on fait en face sur ces groupes-là parce que c'est celui qui nous aide à parler à tous les participants, renforcer beaucoup qu'est-ce que c'est la méthodologie Living Lab, comment est-ce qu'on va travailler, parce que c'est quand même pas seulement pour nous à l'interne du gouvernement canadien, mais et avec nos partenaires, mais certainement pour les producteurs, c'est une façon différente d'interagir avec la recherche pour en fait travailler d'une façon différente. Alors, ce groupe de travail nous aide à renforcer tous ces points de vue, tous ces points-là, et aussi faciliter la mise en réseau de l'échange de bonnes pratiques et entre les différents Living Labs, et fournir aussi un forum constructif pour voir qu'est-ce que ça marche et ce qui ne marche pas. Pourquoi des laboratoires vivants sur les agroécosystèmes sont-ils créés dans le monde entier? Je pense que la grande partie de tous ces points-là, je l'ai déjà fait. Ça nous aide à travailler dans des contextes très complexes, avec des problématiques très complexes. Ça nous aide aussi à réunir toute une diversité et d'une façon très inclusive des différents acteurs, certainement les agriculteurs, les scientifiques et partenaires, et aussi pour mettre des solutions qui, on espère, seront adoptées d'une façon beaucoup plus accélérée. Il y a 3 semaines, on a organisé le premier forum international sur les laboratoires vivants d'agroécosystèmes et on a abordé 4 différents thèmes parce qu'on voulait savoir comment les laboratoires vivants, depuis qu'ils commençaient à être mis en place dans différents pays, comment est-ce que tout ça a aidé pour promouvoir l'innovation, pour favoriser la transition vers des systèmes alimentaires durables, favoriser la participation et renforcer la gouvernance participative dans les agroécosystèmes, et pour évaluer le succès de Living Lab et son impact. Les leçons qu'on a apprises après des présentations qui étaient faites par la participation était 18 différents pays qui étaient présents, plus de 100 participants, et c'est là qu'on a découvert qu'en fait, quand on a fait l'appel pour des propositions pour ce forum, on a découvert qu'il y avait des laboratoires vivants beaucoup au-delà des J20 et certainement des groupes de travail qu'on avait créés à travers les dernières années. Alors, on a vu des laboratoires vivants en Afrique, en Asie, en Europe, différents pays, et l'Amérique de la Patagonie jusqu'au Canada. On a vu en fait des laboratoires vivants partout et en Australie aussi. Alors,
une des choses que c'était très important, qui était mentionnée par plusieurs, c'est l'importance d'établir des relations et instaurer la confiance. Et je pense que vous avez mentionné, quelqu'un avait mentionné la question de la confiance avant. Et pour nous, je pense qu'on a découvert que si nous n'avons pas, et Tom a mentionné la question des valeurs, si nous n'avons pas ces discussions où on établit des valeurs en commun, si nous n'avons pas l'opportunité de créer la confiance de tous ces acteurs-là, ça ne fonctionne pas. Les laboratoires vivants, le succès que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à qu'on a créé cet environnement. Mais pour tout ça, ça prend le temps. Le temps était quelque chose excessivement exigeant, demandant, de dire qu'il faut prendre le temps pour en fait développer ces relations-là et pour créer la confiance. L'intégration de la science naturelle et les sciences sociales était quelque chose aussi très important. Une chose qu'on a entendue aussi importante, c'est que les scientifiques doivent faire preuve d'humilité. Et ça, c'est très, très important. Et considérer que toutes les connaissances utiles ne proviennent pas exclusivement de la communauté scientifique. Du point de vue des acteurs, les acteurs ne doivent pas penser que les chercheurs qui participent dans ces projets de recherche sont leurs consultants personnels. Et ça, c'est une chose que pour les agriculteurs, c'était difficile au Canada, mais on a appris que partout, c'était en fait un point aussi important. Et ça, c'est ma dernière. Okay. La consultation et co-création, ce n'est pas la même chose. Alors, ça, c'est une chose que moi aussi, j'ai vu souvent que les chercheurs, en décrivant leurs projets, est plus important, ces actions, aller demander, consulter avec les acteurs, c'était suffisant pour eux. Et je pense que Tom a fait un diapo très, très important où il a dit que ces processus-là, où il y avait dans les papiers et dans la littérature qu'il a fait, s'il n'y a pas un processus de coproduction où les gens sont vraiment intégrés dans le co-développement de la recherche, il n'y a pas beaucoup de succès dans cette transdisciplinarité au laboratoire vivant. Et finalement, juste pour dire que rendre compte et évaluer, ce n'est pas la même chose. Souvent, les organisations qui financent demandent des rapports annuels. Ces rapports annuels, ce n'est pas une évaluation, et on va parler dans les prochains 2-3 jours de la question d'évaluer vraiment l'impact social, environnemental, économique, etc. Et ça, ce n'est pas la même chose. Faire un rapport de vos recherches, ce n'est pas vraiment l'évaluation. Et mon dernier point, c'est que les laboratoires vivants sont, pour nous, on les voit certainement, que sont des lieux et des projets d'innovation. Ils ne sont pas des projets de recherche. La recherche accompagne l'innovation, mais ce n'est pas, tous ces laboratoires vivants, ce n'est pas un projet de recherche. Voilà. Merci beaucoup, Javier. Un beau témoignage de la création d'une sorte d'écosystème, des Living Labs, à la fois par le Canada et dans d'autres pays, et puis beaucoup d'expérience et de recul sur ce que peuvent donner ces dispositifs. On a 10 minutes de discussion. Qui veut poser des questions? Oui. Oui, bonjour. Laurent Hazard, j'ai 2 questions. La première question, c'est le besoin des utilisateurs. Vous le créez ou vous le recueillez et comment? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous formez les participants au processus dans lesquels vous le mettez? Pardon, je n'ai pas entendu la deuxième question. La deuxième question, c'était de savoir si vous formiez les participants, quels qu'ils soient, au processus dans lequel vous les conviez, vous les mettiez. Oui, bonjour, Ronan Levelli. Avec tout le recul que vous avez, est-ce qu'il y a des travers spécifiques, des limites spécifiques à ces dispositifs-là et comment les surmonter? Les limites? Oui, des travers réguliers. Oui, merci pour l'intervention. Ma question était, ces Living Labs ont été mis à la place de quoi? Y avait-il une organisation du développement agricole, des conseillers, Voilà. Et comment, en fait, ils se sont implantés dans un milieu où il y avait peut-être déjà des intervenants et comment a fonctionné cette implantation qui, si j'ai bien compris, date de 2015 et donc est très récente. Ok, alors, la question est, juste pour revenir, c'est en 2015 qu'on a eu
je ne vais pas suivre la même séquence, je vais juste répondre à toutes les questions en même temps. Les 2015 était au moment où on a pensé à cet atelier transformateur. En fait, l'initiative au Canada ça commençait en 2018. C'est à cette époque-là. Alors c'est relativement, c'est récent. Alors les premiers cycles en fait des laboratoires vivants, les 13 que j'ai mentionnés là, 4 se sont commencés à 2018 et on a eu la Covid et tout ça qui a empêché en fait beaucoup qui nous a donné beaucoup de problèmes pour aller avec un travail participatif d'une façon beaucoup plus efficace que ça qu'on aurait voulu. Mais c'est le ministère de l'Agriculture, c'est Agriculture et Agroalimentaire Canada qui mène cette initiative. Mais la façon dont on gère ça, c'est on lance un appel pour des propositions dans tous les pays, et c'est des organismes qui, pour répondre à la première question, qui s'organisent entre eux. On a eu des ateliers pour parler à travers les pays, pour parler de cette initiative-là. On a fait plusieurs rencontres pour deux choses. Identifier comme la collectivité potentielle de travailler dans cette... identifier des leads potentiels là, ou même s'identifier, c'était pas nous, c'est eux qui le faisaient. Et troisièmement, identifier aussi toute la problématique qu'ils voulaient aborder à ce moment-là. Alors, définir de façon la problématique. Dans ce processus-là aussi, un processus de formation de ces utilisateurs en question et aussi pour les chercheurs d'Agriculture Canada et les chercheurs de partout, parce que pour nous aussi c'était un changement. Et encore une fois, je vais mentionner la présentation de Tom, la question qu'on a vue aussi comme une opportunité, et j'ai parlé beaucoup à mes collègues de IRAE de ça, on a vu aussi une opportunité d'une transformation organisationnelle du point de vue d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Parce que et pas seulement pour la question de la science, la façon que nous sommes organisés au Canada, sciences et technologies, et tous les chercheurs, ça fait partie du ministère. On est à l'intérieur du ministère. Alors, nous avons l'opportunité aussi d'influencer la politique publique et la politique des programmes, la définition des programmes. Alors, dans ce contexte-là, c'est une façon différente aussi pour nous et aussi pour tous les acteurs de travailler d'une façon. Et il y a un processus qu'on a pris en fait à l'interne et à l'externe pour ces processus de formation et que ça continue. Les groupes de travail que j'ai mentionnés sur l'innovation et les connaissances, en fait, un des objectifs, c'est de maintenir la capacité et augmenter la capacité de tous ces groupes-là. Par exemple, une des choses qu'on a vues il y a 2 semaines, on a fait dans le Forum international de Living Lab qu'on a eu au Canada, à Montréal, on a eu l'opportunité de visiter le Living Lab juste à l'extérieur de Montréal, qui s'est mené par l'Association des producteurs de Québec. C'est un syndicat, mais 92% de tous les producteurs agricoles de Québec sont partie de cette association-là, et c'est l'association au nom de tout un groupe d'acteurs qui mène, alors où il reçoit certains financements pour tous les volets extérieurs. Et à l'intérieur de l'Agriculture Canada, nous avons les financements, que c'est très semblable à Tetrae. C'est l'interne, c'est Tetrae, disons, et l'externe, c'est un programme qui s'appelle LIT. Oui, c'est l'innovation territoriale. Alors nous l'avons dans ce programme seulement. Et nous avons deux sources de financement qui sont à l'interne, mais que les projets sont tous définis comme un seul projet, sauf que l'argent pour question administrative. Et voilà, limite et défis. Les défis que je pense que premièrement, c'est quelque chose de récent. Deuxièmement, c'est quelque chose que on a eu le problème de... J'ai mentionné que la question, je pense que la plus importante, c'est créer ces valeurs en commun. C'est d'avoir l'opportunité de
partir tout du même objectif et aussi de créer la confiance entre nous. Et certainement, ce n'est pas toujours facile avec le gouvernement, le grand gouvernement fédéral qui va mener un projet, d'avoir la confiance. Il y a une asymétrie, comme tu as mentionné, entre tout ça, et établir la confiance de tous les acteurs, qu'il y a quelque chose est mené par le gouvernement fédéral, même si on est vraiment à l'externe de tout ça, c'était quelque chose pas facile à faire. Et avec la pandémie, c'est quelque chose qui a fait les choses encore plus difficiles. Alors, le deuxième cycle de tous ces laboratoires vivants, que c'est pour les prochains 10 ans, jusqu'à 2031, c'est quelque chose qu'on a appris de ça. On prend beaucoup plus de temps pour en fait avoir des réunions plus fréquentes. Et encore, le gouvernement fédéral n'est pas nécessairement là comme la voie qui va en fait amener tout ce monde ensemble. C'est les meneurs du projet, que c'est dans le cas par exemple de Québec, c'est le producteur agricole, dans le cas de Saskatchewan, c'est un groupe autochtone. Ça dépend de chacun des laboratoires vivants à travers le pays. Merci. Une dernière question. Micheline Marissat de l'NCA. Vous nous avez parlé tout à l'heure de l'importance d'inclure les communautés autochtones, mais vous n'avez pas développé pourquoi. Ok, je prends la question. Pour deux raisons. Il y a une question depuis en fait 2015. On a au Canada, si je peux dire, lancé je pense, façon, je ne sais pas comment la définir exactement, mais un processus de réconciliation, disons. Un processus de réconciliation avec les groupes autochtones canadiens à cause de l'histoire. C'était certainement... Aujourd'hui, les groupes autochtones qui sont propriétaires de grandes parties du terrain, de la terre en fait, ils louent leur terre à des autres producteurs parce qu'eux-mêmes n'étaient pas nécessairement impliqués dans le processus dans l'agriculture. Aujourd'hui, ils sont plus intéressés. Je pense qu'ils sont la question de empowering governance, la question de donner beaucoup plus de pouvoir. Ils se sentent vraiment intéressés à participer de façon beaucoup plus productive, intense dans le processus de production agricole. Alors ça, c'était une chose important pour nous, mais aussi d'une façon en fait très très importante depuis longtemps. Je veux dire longtemps, quand même, ce n'est pas 100 ans, mais qu'on fait un effort très ciblé pour utiliser les connaissances traditionnelles, ça qu'on appelle les connaissances traditionnelles. Et je pense que c'est une chose, encore une fois, ça m'a fait penser à ça pendant la présentation de Tom. Pour moi, quand on parle de l'intégration des connaissances, ce n'est pas, j'entendais la réponse et pour moi, c'était toujours le monde scientifique qui pense, soit les sociales, mais pour nous, la question des connaissances traditionnelles, c'est quelque chose qu'on a reconnu aujourd'hui comme quelque chose excessivement important, pas seulement parce que c'est la bonne chose à faire, c'est parce qu'il y a vraiment une richesse excessivement importante. Nous, on voit par exemple dans les communautés du Nord canadiennes que les langages, soit le français ou l'anglais, c'est limité quand on parle de la neige. Pour les groupes autochtones du Nord, oui, les Inuits, où ils ont une définition de neige, qui donne un raffinement, si je peux dire, à chaque chose. Quand on regarde ça d'une façon, et aussi, si je peux me permettre de dire, le monde occidental s'était basé sur la domination de la nature. Les autochtones, ils ne le voient pas nécessairement comme ça. Si on voit une soutenabilité de la terre, la gestion des agro-écosystèmes d'une façon beaucoup plus durable, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de l'éducation de penser des groupes autochtones. Voilà. Merci beaucoup.